Bonjour, bienvenue dans Exclusif, l'émission de grandes interviews sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le président de la République islamique d'Iran, M. Hassan Rouhani. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. À mes côtés, pour vous interviewer, Christophe Ayad du Monde et Ludovic Pietenu de France Culture. Merci à vous de nous accueillir. Monsieur le Président, vous venez de finir une tournée en Europe. Vous avez été en Italie. Vous êtes en France. Il y a quelques mois encore, l'Iran était considéré par beaucoup en Occident comme un paria de la communauté internationale. Est-ce que ce voyage, les accords qui ont été signés, le symbole qu'il porte, marquent le retour définitif de l'Iran au sein de la communauté des nations? Tout d'abord, je suis très heureux d'avoir cette occasion pour faire une visite dans deux pays importants de l'Europe, l'Italie et la France, et de m'entretenir avec les autorités de ces pays concernant les questions d'intérêt bilatéral, régional et international. À mon avis, l'Iran n'a jamais été un paria sur la scène internationale, que ce soit avant l'accord nucléaire ou après cet accord. Et la raison, c'est que en 2013, quand j'ai participé à l'Assemblée générale des Nations Unies et j'ai proposé un monde sans violence et sans extrémisme, la proposition iranienne a été adoptée à l'unanimité lors de cette Assemblée générale. Et c'est à cette même occasion, en marge de l'Assemblée générale, que je me suis entretenu avec un grand nombre de leaders européens. Et ils étaient tous contre ces sanctions et ils se sont manifestés contre ces sanctions. Et j'ai eu le sentiment à l'époque que rares sont les pays qui souhaiteraient exercer une pression contre l'Iran et créer la situation que nous avons connue. Ceci dit, s'agissant des conditions économiques, l'Iran a quelque peu souffert de ces conditions. Après cet accord nucléaire, nous nous trouvons dans une autre situation plus favorable. Monsieur le Président, ces derniers jours, vous avez échangé des prisonniers entre les États-Unis et l'Iran. Ces derniers mois, vous avez échangé des diplomates, des points de vue. Il y a des rencontres régulières. Est-ce que, d'une certaine manière, l'Iran et les États-Unis ne sont pas déjà en train d'entretenir des relations diplomatiques alors qu'ils ne se reconnaissent toujours pas? Voyez-vous, entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, il existe un nombre important d'interrogations difficiles durant les 37 dernières années. Et il est très difficile de résoudre tous ces problèmes en ce laps de temps si court. J'ai eu l'occasion de m'exprimer lors d'un autre entretien que nous souhaitons atténuer la tension entre les deux pays. Et il me semble que cette tension s'est atténuée depuis quelque peu. Cependant, nous avons un long chemin à parcourir pour régler tous les problèmes existants entre les deux pays. D'autant plus que, étant donné que ces questions sont compliquées, dès qu'il y a des élections en Iran ou aux États-Unis, nous devons reprendre le fil des choses à nouveau. Et ce sont des problèmes de nature technique qui s'introduisent dans ces efforts que nous avons entrepris. En tout cas, nous allons un jour régler ces problèmes parce que entre deux grands pays, les problèmes ne sont pas appelés à subsister. Mais à court terme, il est évident qu'il sera très difficile de régler tous ces problèmes. Mais est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression que les États-Unis préféreraient traiter avec l'Iran plutôt qu'avec l'Arabie Saoudite, avec qui ils ont plusieurs différends et des problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas un tournant dans la politique américaine, dans la région, vers l'Iran?
Écoutez, lors de l'accord nucléaire, nous avons eu l'occasion de faciliter le règlement d'un certain nombre de problèmes entre les deux pays qui semblent très difficiles à résoudre. Déjà, l'accord nucléaire en soi constitue un de ces problèmes difficiles et compliqués dans le règlement duquel l'Amérique a joué un rôle actif et important. Le fait que nous avons passé cet accord avec le groupe 5+1, dont les États-Unis d'Amérique, un dossier très compliqué, et constitue un progrès en soi, un progrès en avant. Et s'agissant des négociations sur la Syrie, nous participons à une réunion à laquelle les États-Unis d'Amérique participent également, ce qui était inconcevable il y a quelques années. Par conséquent, les conditions ont beaucoup changé et les Américains trouvent que l'Iran a cette capacité de combattre le terrorisme, c'est-à-dire c'est le seul pays qui a cette capacité dans la région. Et c'est un fait important, l'influence de l'Iran dans la région et les démarches iraniennes entreprises en faveur de la région attestent cet intérêt américain. Et les élections qui se déroulent en Iran, la démocratie qui existe en Iran, nous avons procédé à des élections de façon régulière et nous n'avons jamais tardé à mettre en place des élections. Alors que les pays qui nous entourent ont très rarement procédé à des élections démocratiques. Il y a une grande différence entre l'Iran et les autres pays voisins. Vous parlez peut-être ici de l'Arabie saoudite, votre voisin dans la région, avec qui les relations diplomatiques sont désormais rompues. Il y a eu l'exécution d'un important dignitaire chiite, le saccage et l'incendie de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Quelles sont les conditions pour que les relations diplomatiques soient restaurées entre vos deux pays ? Eh bien, certains événements se sont produits entre les deux pays pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. D'un côté, il y a eu la mise à mort d'un religieux chiite qui opposait à toutes les valeurs et tous les principes un religieux important qui avait quelques critiques à exprimer en Arabie saoudite, qui parlait contre la discrimination, contre la violation des droits. Et beaucoup de gens en Arabie saoudite et le secrétaire général des Nations unies, notamment, ont demandé à l'Arabie saoudite de ne pas procéder à cette mise à mort. Et cela a beaucoup surpris les pays du monde, ce qui fait que les pays occidentaux aussi ont condamné cet acte. Et personne ne peut défendre cet acte. Le peuple iranien a été également très attristé par cet événement. Et d'un autre côté, ce qui s'est passé à Téhéran contre l'ambassade de l'Arabie saoudite, nous n'avons pas approuvé cet acte. Et moi-même, j'ai été le premier à condamner cette action et j'ai donné l'ordre aux autorités de sécurité du pays d'arrêter les personnes fautives. Ils sont en prison en ce moment et le pouvoir judiciaire s'en saisira. Mais la réaction de l'Arabie saoudite n'était pas proportionnelle aux événements qui se sont passés en Iran. C'est-à-dire, cela ressemble à une personne qui a commis une faute et qui perturbe le jeu pour s'en échapper de sa responsabilité, Le peuple de l'Arabie saoudite est un peuple voisin. Ils sont frères en religion avec nous. Au moment de Hajj, les rituels à la Mecque, chaque année, nos pèlerins se rendent
en Arabie saoudite. Par conséquent, nous ne souhaitons pas la tension entre les deux pays et nous devons régler d'une façon sage le problème qui écarte les deux pays l'un de l'autre. Monsieur le Président, vous n'avez pas exactement répondu à la question qui est de savoir qu'est-ce que vous attendez de l'Arabie saoudite pour rétablir ces relations diplomatiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par un comportement sage? Est-ce qu'il y a des gestes précis, concrets que vous attendez des Saoudiens pour discuter d'une relation diplomatique restaurée? En tout cas, le pays qui a interrompu ces relations doit prendre l'initiative pour rétablir ces relations et remédier à cette situation. Je suis persuadé que l'Arabie saoudite ne sera pas satisfaite de son action à l'avenir. Nous n'avons rien fait pour compenser, pour remédier. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait. Ce que nous avions à faire, nous l'avons fait. Et notre tâche consistait à trouver les agresseurs contre l'ambassade de l'Arabie saoudite. Nous l'avons fait aujourd'hui. Ces personnes sont confiées à la justice iranienne. Ils seront jugés. Et maintenant, s'agissant de la rupture des relations, ça revient à l'Arabie saoudite d'y remédier. Il y a beaucoup d'accusations en Iran contre l'Arabie saoudite à propos de son rôle dans le financement du terrorisme, de Daesh, d'autres groupes. De manière très concrète, encore une fois, est-ce que vous avez des preuves que l'Arabie saoudite finance le terrorisme dans la région? Écoutez, les questions relatives au terrorisme ne sont pas difficiles à comprendre. Il est très difficile de comprendre quel pays se dirige dans quelle direction. Il faut demander à ces mêmes questions leur rôle dans cette situation. En Irak, il y a un gouvernement, en Syrie, il y a un gouvernement. Vous pouvez les interroger, vous pouvez interroger les populations de la région. En tout cas, cette pensée de la violence, d'où vient-elle? Quelles sont ses racines? Le premier groupe qui a procédé à ces actions terroristes avait quelle nationalité? Je pense qu'il n'est pas très difficile d'aller au fond des choses. Notre problème en ce moment, ce n'est pas cela. Notre problème actuel dans la région, c'est que tout le monde doit faire en sorte que le terrorisme dans la région soit combattu, soit arrêté. Il faut faire en sorte que les réfugiés retournent dans leur foyer. C'est cela la question principale aujourd'hui dans notre région. Monsieur le Président, vous dites que tout le monde doit participer à la lutte contre le terrorisme dans la région. Les États-Unis luttent contre Daesh, la France lutte contre Daesh, l'Iran lutte contre Daesh, mais séparément. Bientôt, il va y avoir des batailles décisives à Raqqa, à Mossoul. Est-ce que l'Iran participera avec la coalition américaine, française et autres à ces batailles contre l'État islamique pour reprendre Mossoul ou Raqqa? Il y a une coalition entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Russie. Il existe beaucoup de coalitions. Il se trouve que nous sommes partie prenante dans une de ces coalitions et nous avons depuis toujours combattu le terrorisme.
s'il n'y avait pas l'aide iranienne apportée à l'Irak, des villes comme Mossoul et Kirkouk auraient été tombées plus tôt, et d'autres villes également. L'important, ce n'est pas des textes. Les textes ne sont pas essentiels, c'est l'action. Les gouvernements, les États doivent être engagés vis-à-vis des accords. C'est-à-dire que si nous voulons agir en Irak, il faut coordonner avec le gouvernement irakien. Sans coalition, nous pouvons apporter notre aide au gouvernement de la région. Cependant, je sais qu'il existe beaucoup de coalitions. Vous faites partie d'une coalition, vous perdez beaucoup d'hommes en Syrie. Les enterrements de généraux se succèdent à Téhéran. C'est sans doute le prix de la guerre. Monsieur le Président, jusqu'à quand allez-vous rester militairement présent en Syrie? Jusqu'à quand? Nous avions eu l'occasion de nous prononcer sur cette question. Nos conseillers militaires sont en Irak, sont en Syrie et cela s'est fait sur la demande des gouvernements de ces pays. Et d'une façon générale, quand des conseillers militaires sont envoyés par un gouvernement dans une des régions en guerre, et il se peut que ces forces envoyées soient la cible des attaques, qu'il y ait des martyrs. Nous ne sommes pas prêts à accepter l'insécurité en Irak, en Syrie et même en Afghanistan. Tout pays dans notre région, nous souhaitons la sécurité parce que l'insécurité dans ces pays serait de nature à se transmettre dans d'autres pays. Et nous ne pouvons pas prévoir combien de temps, combien de mois, mais notre espoir, c'est que tous les pays de la région, tous les pays participent à cet effort et considèrent le terrorisme comme une menace non seulement pour la région, mais aussi pour le monde entier. Vous avez rencontré le président François Hollande qui vous a parlé probablement de la France qui est elle-même confrontée à la menace terroriste. Est-ce qu'il vous a proposé un rapprochement, une meilleure coopération sur le terrain entre la France et l'Iran, en Irak ou dans toute la région, au Proche-Orient, dans la lutte contre le terrorisme et contre Daesh? Oui, c'est vrai. Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec le président Hollande, au moins 3 fois en marge de l'Assemblée nationale des Nations unies à New York. Et nous avons eu l'occasion d'échanger nos points de vue sur le terrorisme. Nous avons eu des contacts téléphoniques également et nous avons envoyé des messages écrits. Nous avons, par divers moyens, nous sommes exprimés mutuellement sur cette question. Et lors de mon entretien d'aujourd'hui également, nous en avons discuté du danger que le terrorisme représente pour la région, pour le monde entier. Nous pouvons avoir une coopération politique à cet égard. Par exemple, en Syrie, nous pouvons profiter de notre influence dans un certain nombre de pays pour le retour de la paix et de la stabilité. Sur le plan du renseignement également, nous pouvons avoir une coopération. Cette coopération peut être autre que militaire. Dans tous les domaines, nous pouvons avoir des consultations constantes et régulières. Et après ma visite en France, je suis persuadé que ces consultations iront grandissantes. Vous parlez de la Syrie, il y a des négociations, des tentatives de négociations auxquelles participe désormais l'Iran. Ce n'était pas le cas il y a quelque temps, comme vous l'avez dit. Mais ces négociations sont très laborieuses, très difficiles, très incertaines. Est-ce que vous avez espoir qu'elles vont porter leurs fruits et enfin arrêter la guerre et les massacres en Syrie?
Évidemment, c'est notre souhait, c'est notre espoir que de voir ces négociations aboutir le plus rapidement possible, mais cela m'étonnerait que ces négociations puissent aboutir très tôt parce qu'en Syrie, il y a des groupes qui font la guerre contre le gouvernement central, contre l'armée syrienne, mais aussi entre eux, il y a des ingérences dans ces affaires intérieures de la Syrie. Il y a l'envoi des armements à l'intérieur du pays. La question syrienne est très compliquée. Je pense pour ma part que la solution à la situation en Syrie doit être politique, mais il sera difficile d'arriver à une conclusion en l'espace de quelques semaines, de quelques réunions. Ce sera trop optimiste car la question syrienne est une question très compliquée. Cela demande les efforts des uns et des autres, de tout le monde, pour trouver une solution politique. Il faut savoir que cette question doit être une question prioritaire pour tous. Évidemment, d'autres questions existent, mais notre priorité doit consister à combattre, à éradiquer le terrorisme en Syrie et de créer les conditions adéquates pour le retour de la paix et de la stabilité, pour le retour des réfugiés. Et ensuite, il faut des changements, des amendements dans la Constitution. Il faut aussi des négociations entre les opposants et le gouvernement central pour mettre en place des élections. Il y a beaucoup de choses à faire, mais d'ores et déjà, c'est le cessez-le-feu qui doit attirer toute notre attention. Les dirigeants occidentaux ont beaucoup critiqué Bachar el-Assad et aujourd'hui de moins en moins. Est-ce que vous avez l'impression que, d'une certaine manière, ils sont prêts à accepter que le président syrien reste au pouvoir et que leur position a évolué sur cette question, notamment la France? Eh bien, à court terme, il n'y a pas d'autre solution parce que si nous voulons combattre le terrorisme en Syrie, qui est-ce qui peut faire cela? Il faut l'armée syrienne, il faut aider cette armée syrienne. Le gouvernement syrien doit rester solide parce que sans une solidité du gouvernement central, l'armée ne pourra pas faire le travail qui est le sien. Cette dichotomie entre la présidence de Bachar Assad ou une Syrie sans Bachar Assad, cela ne concerne pas la réalité du terrain. À long terme, on peut y penser, mais c'est le rôle des Syriens, du peuple syrien, que de s'exprimer à cet égard. Nous devons tout d'abord rétablir la sécurité dans ce pays. Pour le retour des réfugiés, il faut de nouvelles conditions, des conditions stables, sûres, pour que le peuple puisse se prononcer. Autrement, comment peut-on concevoir des élections valides alors que 60% du territoire est occupé par les terroristes? Comment peut-on concevoir un futur, un avenir pour ce pays dans ces conditions? Ceci dit, l'important, c'est la priorité que nous serons prêts à donner à la lutte contre le terrorisme, et cela doit être la base de toutes les actions. Monsieur le Président, juste pour bien comprendre, est-ce que vous avez l'impression que les Occidentaux, qui ont condamné Bachar el-Assad pour tous les crimes commis contre sa population, aujourd'hui sont prêts à l'accepter, même si c'est de façon transitoire, à court terme, comme vous dites? Est-ce que c'est ce que vous ressentez de vos échanges avec eux?
Écoutez, en Syrie, ceux qui commettent les crimes, ce sont les terroristes. Les terroristes ont occupé une grande partie du territoire. Ils ont détruit les maisons de la population. Ils décapitent les innocents. Des massacres ont été perpétrés. Ce sont les vrais criminels. La question principale consiste à détruire, éradiquer ces terroristes. Mais pour répondre à la question consistant au gouvernement syrien à l'avenir, cela n'a aucun intérêt à l'étape où nous traversons. Comment peut-on nous prononcer à la place du peuple syrien? Comment peut-on dire qu'un tel président a mené une politique, une bonne politique, une mauvaise politique? Il faut savoir que toute agression de la part des terroristes est combattue par les gouvernements, par les armées. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Les pays occidentaux également doivent accepter une réalité et nous devons également accepter, nous tous, cette réalité que nous ne devons pas décider à la place de la Syrie. Nous devons confier cette décision au peuple syrien. Monsieur le Président, en Iran, bientôt des élections. C'est important pour vous. Ce sont des élections de mi-mandat, des législatives le 26 février. Beaucoup de candidats ont été disqualifiés ces derniers temps. Et là où vous donnez une image de calme, on a senti un agacement quand vous avez déclaré que la nation n'appartenait pas à une seule faction. Est-ce que ces élections seront démocratiques ? Écoutez, l'Assemblée iranienne, les élections législatives en Iran suivent plusieurs étapes. Pour le moment, les candidats se sont inscrits et il y a des comités exécutifs composés des gens ordinaires et ils viennent attester la validité de ces candidatures. Il y a un réexamen et puis en deuxième étape et puis ensuite dans une troisième étape, il y a le Conseil des gardiens de la Constitution, le Conseil constitutionnel iranien qui donc se prononcera en dernier ressort. Nous attendons l'intervention du Conseil constitutionnel pour que les choses aillent dans le sens d'une plus grande participation de la population et pour que le peuple iranien puisse élire ceux qu'il souhaite envoyer à l'Assemblée. Mais Monsieur le Président, est-ce que vous avez le sentiment, on l'a senti à travers le discours que Ludovic a mentionné, qu'il y a certaines personnes en Iran qui peut-être vous ont soutenu pour l'accord sur le nucléaire, la levée des sanctions, mais qui ne sont pas d'accord avec peut-être votre politique d'ouverture et qui, à travers ce processus de sélection que vous avez décrit, essayent de bloquer les réformes en Iran, vos réformes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça qui est en train de se passer à travers ce qu'on voit autour des élections à venir? Voyez-vous, dans une société comme celle de l'Iran, où il existe des courants de pensée différents, il est tout à fait naturel que des divergences puissent exister. Il se peut que des individus, des gens soient opposés à la politique du gouvernement actuel. Ceci dit, nous devons nous orienter dans le cadre de la loi. J'ai toujours pensé que les élections et la santé des élections va dans l'intérêt du peuple
Ceci dit, les critiques doivent être éthiques, doivent respecter l'éthique. Il faut que ce soit dans le cadre des lois. Les élections, comme vous le savez, constituent un élément important de la démocratie. Moi-même, je pris le pouvoir à la suite des élections démocratiques et le processus de mon élection était tout à fait conforme aux lois existantes en Iran. Je pense que nous devons faire en sorte que le peuple iranien participe à ces élections dans une large proportion. Il ne faut pas décevoir la population et cela ne se produira pas, à mon sens, car ceux qui seront élus, ce sera préférable d'avoir une assise plus large à l'Assemblée. Monsieur le Président, vous avez fait beaucoup de promesses pendant votre campagne pour la présidence, des promesses sur l'ouverture économique, la levée des sanctions. Elles ont été réalisées. Vous avez fait aussi des promesses sur l'amélioration de la liberté d'expression, des droits de l'homme. Or, ce qu'on observe dans les rapports de l'ONU, c'est qu'il y a toujours des mineurs qui sont condamnés à mort, exécutés en Iran. Il y a des journalistes qui sont emprisonnés pour leur opinion. Qu'en est-il de vos promesses? Qu'en est-il aussi de vos promesses concernant la libération de deux personnalités politiques, messieurs Karoubi et Moussavi, qui sont toujours en résidence surveillée depuis 5 ans? Eh bien, le gouvernement, dans les limites de ses compétences, de son autorité, pourra agir. Et le peuple sait parfaitement les limites du gouvernement. S'agissant de la fonction du pouvoir judiciaire, qui est un pouvoir indépendant, mais aussi le pouvoir législatif, qui est lui-même également indépendant. Il se peut qu'entre les trois pouvoirs, il n'existe pas une identité de vue et il se peut que nous proposions à l'Assemblée des lois qui ne soient pas adoptées sur un dossier. Il se peut que j'ai ma propre opinion, mais ce qui est essentiel, c'est que nous respections le verdict des tribunaux. Vous savez que en tant que président de la République, même si je ne suis pas d'accord avec une mesure, alors que l'Assemblée l'a adoptée et le Conseil constitutionnel l'a confirmée, je suis obligé de la mettre en pratique. S'agissant de mes promesses durant les élections, j'ai honoré une grande partie de ces promesses. Pour le reste, j'ai fait tous mes efforts. La situation économique s'est améliorée même avant l'accord nucléaire. J'ai pu donner de l'ordre à la situation économique, mais nous allons avoir une année difficile à cause du prix du baril de pétrole, alors qu'il était près de $100. Aujourd'hui, c'est près de $20, même sous $20. Et quand les recettes d'un pays se réduisent à moins d'un cinquième, cela devient très difficile sur le plan économique d'honorer les promesses données pendant les élections. Et la situation aujourd'hui a beaucoup différé de la situation qui prévalait avant mon arrivée. Et personne ne peut aujourd'hui... Aujourd'hui, beaucoup de gens se permettent de critiquer le gouvernement en toute liberté
dans les universités, il y a des groupes politiques qui s'expriment librement et critiquent sans limite l'action du gouvernement. Et j'espère que dans le temps qui me reste, j'arriverai à honorer le reste de mes promesses. Est-ce que la réussite économique et sociale, si vous y parvenez pleinement, peut amener un progrès sociétal et ainsi accomplir une partie de vos promesses? Écoutez, la question de l'économie est très importante. Quand vous parlez de la liberté d'expression ou de la concurrence entre les partis et les activités libres sur la scène politique, il va de soi que quand la situation économique piétine, quand le chômage monte, quand la jeunesse se sent frustrée, eh bien, la vie politique en souffre. Cela va de soi qu'avec une meilleure situation économique, avec un plus grand bien-être, les activités politiques et sociales seront améliorées. Je vous remercie pour cet entretien. Je vous souhaite le plein succès et j'espère que ma visite en France, en Italie, aura des conséquences positives pour le peuple iranien, pour le peuple français et j'espère que nous arriverons ensemble à contribuer au retour de la stabilité et de la sécurité dans la région. Merci Monsieur le Président, merci Christophe Ayad du Monde, merci Ludovic Piétenu de France Culture et merci à vous d'avoir regardé cette interview exclusive sur France 24. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.